Hello, Clément, du coup, tu as monté une agence qui est montée à 1,5 million d'euros, si je dis pas de bêtises, mais je pense que tu vas revenir sur les chiffres juste après. Je crois que c'était la deuxième année d'activité où tu as réussi à faire des chiffres assez remarquables, bosser avec des grosses pointures, des grosses boîtes. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi, lorsqu'on monte une agence à 1,5 million d'euros, on transitionne vers de l'infoproduit? Alors, c'est une bonne question, je pourrais en parler pendant 50 ans. Il y a des raisons, entre guillemets «pratico-pratiques» et il y a des raisons, un peu plus, inspirationnelles. Si je commence par les raisons pratico-pratiques, ça fait 2 ans maintenant qu'on fait de l'accompagnement, sur Horus. Donc en gros, on accompagne les entreprises, sur de la production vidéo, téléphone quoi, donc TikTok Shorts, et Reels. Et on a aussi fait de la formation. Et en fait, j'ai l'impression en fait, on a explosé dès le départ et on a vu beaucoup de choses. Donc en gros, en 1 an et demi, je vais couper mon WhatsApp parce il fait que de sonner. En 1 an et demi, on a eu la chance d'accompagner des très très gros groupes, de faire plein de tournages. Pendant 1 an et demi, on a tourné à 5, 6, voire 10 tournages par semaine. Donc c'est beaucoup de tournages, c'est beaucoup de vidéos. On produisait jusqu'à 100, 150 vidéos par mois. Voilà, on a vraiment, bossé là-dessus. C'était un rythme, vraiment, classique, en gros. Donc ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai transitionné parce que, bah, pour le coup, on a pris des bureaux, on était plus d'une dizaine, voilà, la croissance a été, rapide, on a dû recruter, on a dû prendre des locaux. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais un taf complètement normal. Donc il y a rien de mal à ça, hein, mais ça me correspondait plus entre guillemets. Je me levais le matin à 7h30. Moi, en plus, j'habitais en banlieue parisienne, ce qui n'est plus le cas maintenant et nos bureaux étaient dans le centre de Paris, dans le 10e et aujourd'hui dans le 9e. Donc en fait, bah, il y a 1 heure de trajet pour y aller, 1 heure de trajet pour revenir. Je faisais mon 8h30 ou mon 9h-17h, en fait, ce que les gens appellent la rat race, même si j'aime pas ce terme. Et donc, je sentais aussi que j'avais fait un peu le tour dans l'accompagnement de ce qu'on pouvait proposer à nos clients. Donc vraiment, et c'est la première raison pratico-pratique, c'est parce qu'en fait, moi, je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat pour justement éviter un peu cette rat race là, même si j'aime pas dire ça. Et au final, je me suis retrouvé dedans en entreprenant. Donc en fait, je me suis retrouvé avec tous les désavantages et inconvénients de l'entrepreneuriat, sans y trouver les avantages. Donc bon, j'avais beaucoup de temps de travail, on faisait certes beaucoup d'argent, mais au final, c'est de l'argent sur la société, c'est pas forcément de l'argent sur mon compte bancaire. Enfin bref, c'est toutes ces raisons-là. Et puis, Horus, à un moment donné, a eu un gros coup de mou aussi, il faut le dire. C'était mi-année 2022. Donc en fait, début de l'année 2022, on démarre sur les chapeaux de roue. Je pensais qu'on allait faire 2 millions. Au final, ça s'est pas fini comme ça. On faisait plus de 150 cas par mois sur les 3-4 premiers mois de l'année. Et puis, bah en fait, comme toutes les agences, et moi pour avoir discuté avec pas mal de fondateurs d'agences, bah il y a eu une contraction du marché, ce qui fait que les gens ont dépensé beaucoup moins de budget, enfin les entreprises. Et ce qui coupe en premier, c'est les budgets communication. Donc nous, on s'est retrouvé à être, bah voilà, il y a des budgets qui nous ont été coupés et c'est des gros budgets, hein, des budgets à 100, 150K, 200K sur l'année. Donc ça commence à piquer et tu revois tes exigences à la baisse entre guillemets. Donc la combinaison de ces deux trucs-là m'a poussé à réfléchir à ce que je faisais, poussé à réfléchir à pourquoi j'entreprenais réellement, quelle était la vie que je voulais avoir. Est-ce que c'était monter un empire, une agence et la revendre 15 millions dans 5 ans? Est-ce que c'était, profiter de ma vie et pouvoir organiser mon temps comme je voulais? Enfin bref, j'ai réfléchi à ça et suite à ça, je me suis dit: «Bon, déjà le métier d'agence, je le ferai pas très, très longtemps, donc il va falloir que je trouve autre chose». Et les raisons, du coup, un peu plus inspirationnelles qui expliquent la deuxième partie de ma décision, c'est, bah, moi, du coup, j'ai fait du contenu, ça fait 3 ans maintenant que je fais du contenu, donc quasiment quotidiennement, je partage des conseils, des astuces, des techniques et je partage aussi ma vie sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des gens qui me suivent et d'avoir une communauté assez conséquente. Et ces gens-là me posaient énormément de questions sur mon métier, sur le métier d'agence, qu'est-ce que je faisais, comment je gagnais ma vie, parce que j'affichais les chiffres, justement, tu vois, on parlait de chiffres tout à l'heure, donc j'affichais les chiffres. Et les gens, ça les intriguait. Et donc, j'ai eu énormément de questions sur comment on monte une agence, est-ce que tu peux me coacher, est-ce que tu n'as pas une formation et tout. Et donc la conjoncture des deux a fait que je me suis dit: «Attends, pourquoi je créerais pas simplement une formation?» Ça me permettrait de rentrer un peu dans ce monde de l'infoprenariat et de m'acheter cette liberté géographique, temporelle et cetera. Sortir un peu de l'opérationnel d'agence et en même temps, bah, faire tout ce que j'ai toujours kiffé faire, transmettre des connaissances, transmettre des compétences, être pédagogue à travers des vidéos. Sauf que cette fois-ci, bah, j'allais être rémunéré pour le faire sous forme de l'achat de la formation.
Donc voilà un peu les explications très honnêtes de pourquoi j'ai transitionné. Ah, c'est hyper intéressant. Tu dit pas mal de choses, j'aimerais bien rebondir sur pas mal de points. Et juste si on revient sur ce pivot, à partir de quand est-ce que tu l'as eu? J'imagine, du coup, c'était pendant le moment de mou. Est-ce que c'était un moment de mou uniquement économique ou est-ce que c'était, tu parlé de remise en question, de, de sens de la vie? Je pense qu'il y a eu quand même une réflexion assez philosophique. Je pense que ça a dû vachement occuper tes esprits du moins. Euh, et est-ce que t'es passé par un moment où tu t'es dit putain, mais enfin une surcharge de stress, une grosse remise en question, est-ce que c'est ça réellement qui t'a fait pivoter? Et est-ce que le déclencheur ça a été un déclencheur économique ou c'était plus un déclencheur psychologique? Non, non, c'était 100% psychologique. En fait, il y a un moment donné où Ok. je me suis posé, tu sais, quand t'es là-dedans, t'es dans une aventure où t'es toujours en pleine croissance, vous l'avez connu aussi. En fait, t'es la tête dans le guidon, tu regardes pas, t'arrives pas à prendre de la hauteur sur ce que tu fais et sur ta vie. Et donc, en fait, il y a un moment donné où on a eu un petit coup de mou économique, donc ça a été le premier déclencheur. Mais ce coup de mou économique, il m'a pas du tout fait penser à arrêter l'agence. C'est pas du tout ça qui m'a fait penser. C'est comme tout, enfin, c'est un cycle. Il y a des cycles et surtout dans le monde des agences, bah, c'est pas grave. Je veux dire, ça nous coupait trois, quatre contrats. Bah, on allait faire le nécessaire, on allait rebondir après. Donc c'est pas ça, mais plutôt ça a déclenché la possibilité que je prenne du recul. Tu vois, vu que j'avais plus de temps, que j'étais moins dans l'opérationnel, bah j'ai eu le temps de me poser, de réfléchir à ce que je faisais. On a même lancé un podcast, etc. pour rigoler parce qu'on avait un peu plus de temps. On est parti voyager aussi. On a été faire un tour à Dubaï pour rencontrer des gens, etc. Bref, en gros, on a réussi à prendre du temps et à prendre du recul. Et en fait, c'est suite à ça que je me suis dit, mais attends, putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, est-ce que c'est vraiment la vie que tu as envie d'avoir? Est-ce que tu as vraiment envie d'être au bureau en train de gérer tes équipes, qu'on était une petite douzaine à l'époque, et que ça soit une petite cinquantaine dans 2 ans, en faisant des 8-17 en banlieue parisienne? Bref, tu vois, ça m'a donné l'opportunité de réfléchir, de sortir un peu de ce que je faisais au jour le jour, et puis de là est née cette réflexion. Donc aujourd'hui c'est quoi tes activités? Du coup t'as Horus, t'as la vente d'infoproduits et t'as le compte TikTok qui te permet de faire enfin, de distribuer la vente de formation et sans doute un peu de promotion aussi. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, on Ok. a toujours Horus qui tourne toujours. Alors, on n'est plus du tout à des niveaux, on n'est plus du tout à 150, 200 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, mais c'est plutôt volontaire aussi. Et je pense, Euh, Clem, qu'on pourrait expliquer, je te coupe juste 2 secondes, sur ouais. Horus, le nouveau modèle qu'on essaye de mettre en place, qui je pense peut vachement intéresser les gens. Tu sais, où on essaye d'un peu de faire du partenariat plus que nous de la gestion et nous amener le côté, tu vois, on va dire marque ombrelle qui est hyper intéressant. On a déjà parlé, tu sais, sur la chaîne, Luc. Et je pense que revenir là-dessus après, ce sera intéressant. Mais je te laisse finir cette Ouais, partie. bah, si tu veux. Carrément, et du coup, micro parenthèse, juste, je précise du coup, Alexandre est Ouais, investisseur, ou du moins il est associé avec Clément, Ouais. histoire que c'est ouais, parce que les gens, ils savent pas. Ouais, c'est vrai, ça un peu aussi. clair, ouais. Ouais, ouais, Voilà. Donc, ouais, ouais, très clair, oui, bien sûr. Donc, moi, je suis au board d'Horus minoritaire, mais depuis le tout début, depuis le lancement. Et ouais, donc on reviendra tout à l'heure sur le modèle, mais je pense que ça peut vraiment intéresser les gens, ce petit pivot un peu holding compagnie qu'on a pu monter, quoi. Voilà, je te laisse terminer. ouais. Donc du coup, il y a Horus. Horus a encore quelques prestations qui permettent de payer, par exemple, les bureaux qu'on a dans le 9e, qui permettent de payer les différents salaires qu'on a. On a encore 4-5 personnes en CDI aujourd'hui. Donc voilà, c'est des prestations qui ne cherchent pas la croissance, mais qui nous permettent d'avoir une boîte rentable, quoi. Donc il y a toujours ça sur Horus et puis toujours d'accompagner les clients quand il y a des besoins chez les clients, mais on va pas chercher à faire de l'hyper croissance sur Horus, c'est plus le principe. Tu vois, on a vraiment une équipe cœur qui s'occupe des projets et puis il y a plus de commercial. Typiquement, on a enlevé le commercial de l'équipe. Enfin bref, c'est pour te dire, Horus c'est vraiment tranquille, on a levé le pied. Mais ça reste quand même des activités. Bah, des fois, j'ai des tournages. Là, typiquement, j'en ai un la semaine prochaine. Ça m'arrive d'en avoir de temps en temps pour Horus. Donc, il y a cette partie-là. Et puis, il y a la partie charbon, du coup, qui, là, pour le coup, je suis aussi associé avec un autre associé d'Horus, parce qu'on est 4 associés chez Horus, qui s'appelle Benoît. Et là, on n'est que 2 associés sur le charbon, Benoît et moi. Et donc ça prend 90% de mon temps. C'est comment on crée la meilleure formation, le meilleur accompagnement possible pour les personnes qui veulent monter leur agence de prestation de services. Donc là, on est vraiment à fond là-dedans. Comme je te dis, ça prend 90% de mon temps. Et la troisième activité, mais celle-là, je la catégoriserai pas comme une activité économique ou financière, malgré le fait que ça me rapporte pas mal d'argent. C'est la création de contenu. Donc là, je me fais un peu plus plaisir, tu vois. Je parle de ce que je fais. Alors,
Du coup, oui, je promouvois le charbon de temps en temps, même si j'essaye de le faire de manière assez subtile pour pas que ça saoule les gens. Je fais du contenu, donc certes, je suis rémunéré pour. Comme je te disais, j'ai une assez grosse communauté, du coup, ça rapporte de l'argent. Mais voilà, c'est ma troisième activité. Et typiquement aussi pour te dire à quel point je concentre 90% de de mon énergie et de mon temps sur le charbon. Avant, j'avais beaucoup de partenariats. Donc, tu sais, c'est les marques, c'est des vidéos sponsorisées, quoi, hein. Donc, les marques te payent pour promouvoir leurs produits à travers tes réseaux. Aujourd'hui, j'en ai plus. Je refuse tous les partenariats. J'ai coupé mes derniers partenariats fin décembre. Aujourd'hui, je suis ambassadeur France de LinkedIn. Donc, ça, c'est le seul partenariat que j'ai gardé. Ou de temps en temps, j'interviens pour des vidéos LinkedIn, mais c'est parce que ça aussi. Enfin, j'adore les clients chez LinkedIn. Je m'entends super bien avec eux. Et puis, c'est LinkedIn. Je pense qu'il y a un truc, tu vois. Enfin, sur le CV, quand tu dis je suis ambassadeur France de LinkedIn sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose à garder. Donc, ça, je le garde, mais le reste, j'ai tout coupé pour me concentrer à 100% sur le charbon. Donc voilà pour mes activités. Puis après, ouais, on pourra en parler en détail de ce qu'on fait sur Horus en termes de transition, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Alors, justement, juste avant de parler de la transition, euh, c'est une question qui peut paraître naïve, mais du coup, pourquoi est-ce que t'as pas voulu souhaiter revendre totalement tes parts de l'agence, sachant que tu es en train de toi transitionner vers autre chose, le modèle agence Ouais, enfin, c'était plutôt trop ton truc. Donc. ouais, T'y as pensé déjà ou pas? ouais, Est-ce que t'as eu des propositions aussi? ouais, bah oui, bah Alex, il est au courant de tout ça. Enfin, Alex, toi, t'es au courant d'une. Après, il y en a eu deux autres, mais du coup, on n'a même pas été jusqu'à Alex parce que c'était pas pertinent. Ouais, Mais ouais. Bah, et on a eu une grosse, pour le coup, on a eu une vraiment proposition assez sérieuse, assez grosse. On s'était retrouvés entre associés, on avait étudié tout le truc et tout ça. Et la proposition était pas mal, mais à l'époque, au moment où elle nous est faite, très honnêtement, l'agence marche tellement bien que on s'est quand même posé beaucoup de questions. On a décidé de pas aller au bout. Mais c'était une belle. Je me souviens, je serais pas capable, il faudrait que j'aille chercher les chiffres exacts, mais c'était quand même une moi, belle proposition. moi, je les ai, je peux te les donner, Ouais. les chiffres, si tu veux. En gros, on a eu trois propositions de rachat. Et ce qu'il faut savoir chez Horus, c'est qu'en gros, les propositions de rachat, elles m'arrivent à moi parce que je suis CEO de la boîte. Et ensuite, j'en parle à Steve, qui est CEO. Steve, on en parle à Benoît. Bref, c'est assez granulaire en fait. Et dernière étape, c'est Alex qui s'occupe plutôt des dossiers comme ça d'invest dans sa carrière en général. Et bah, si on voit que c'est sérieux et qu'on a des vraies propositions, on appelle Alex, on lui dit frérot, faut que tu viennes là, on a besoin de toi, tu vois. Mais donc, il y en a une qui a été jusqu'à Alex. Les deux autres n'ont pas été jusqu'à Alex parce qu'au final, on s'y retrouvait pas dès le départ. Mais en gros, ça, faut te dire que c'est. Et du coup, le contexte va t'expliquer pourquoi on n'a pas acheté. Enfin, pourquoi on n'a pas vendu. Ça remonte à mars 2022, la première offre qu'on a eue de rachat. Donc, Horus a 1 an et demi à ce moment-là. Et il y a un mec, donc une grosse agence qui arrive. Et nous, on faisait 154 chiffres d'affaires au mois à ce moment-là. Donc, en gros, on se dit, on va faire 2M sur l'année, tu vois. Le mec arrive, il nous dit on veut vous racheter, projet sympa, etc. Et il nous dit je vais mettre entre 1 million, enfin je suis prêt à mettre entre 1,5 million et 2. Et nous, on se dit ok, c'est quand même un paquet d'argent. Moi personnellement, j'ai jamais touché 1,5 million ou 2 millions comme ça d'un coup sur une revente, donc je me dis ouais, ça vaut le coup d'étudier. Par contre, et c'est la raison pour laquelle on n'y a pas été, c'est parce que quand une agence, et ça les gens ont tendance à l'oublier. En fait, quand tu revends par exemple une startup ou quand tu revends je sais pas, une boutique e-commerce ou un truc comme ça, en fait, tu revends un produit. C'est-à-dire que tu revends quelque chose qui marche déjà, quelque chose qui est soit logiciel, par exemple quand tu revends un SaaS, soit qui est productisé quand tu revends, je sais pas, une boutique e-commerce ou un truc comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, la valeur de ton entreprise et le potentiel de croissance de ton entreprise n'est attaché à rien d'autre que ce que tu as réussi à créer en tant que produit. Nous, dans le monde des agences et de la prestation de services, c'est absolument pas. C'est absolument pas ça. Quand tu rachètes une agence, tu rachètes d'abord la force commerciale, l'image des fondateurs. Et donc en fait, quand une agence plus grosse achète une agence plus petite, eh ben, ils vont racheter les services des fondateurs pendant une période de temps déterminée. Et ils te mettent des conditions qu'on appelle des conditions de vesting. Donc en gros, si le mec là, on lui avait dit oui, tu nous rachètes 2 millions, et ben, il nous avait dit OK, pour 2 millions, ça marche. Par contre, je vous signe en CDI dans mon agence, donc je rachète les parts en majoritaire d'Horus. Je vous signe en CDI en tant que dirigeant, enfin directeur de l'agence Horus pour développer le pôle réseaux sociaux de sa grosse agence. Mais c'est un CDI sur minimum 2 ans, sinon je vous verse pas l'intégralité des 2 millions. Donc en fait, je vous verse 1 million à l'entrée, ce qui est la moitié.
généralement, ils font 60-40. Donc 60%, ça aurait fait 1,2 million. 1,2 million. Et si vous restez 2 ans en CDI et que vous atteignez vos objectifs, là, je vous verse la fin du vesting de 40%, donc le 800 000 qui est resté. Donc en fait, tu te fais un peu exploiter et surtout, tu travailles pendant 2 ans comme un chien avec des objectifs qui sont quasiment inatteignables pour, in fine, un autre mec quoi, qui détient la plus grosse agence. Donc à ce moment-là, et même encore aujourd'hui, tu vois, si je revenais en arrière, je le ferais pas parce que je serais coincé en CDI à bosser pour quelqu'un d'autre là. Donc ce qui est typiquement ce que je voulais fuir. Donc voilà la raison pour laquelle on n'a pas vendu. Les gens se rendent pas compte de manière générale, et je pense que c'est hyper important d'en discuter typiquement là dans le podcast, parce que les gens se rendent pas compte de quand tu vends une boîte, à quel point les articles que tu vois en ligne sont hyper éloignés de la réalité. Et c'est pareil dans les startups. Hein. Dans les startups, certes, les mecs rachètent un produit machin, mais en règle générale, le fondateur a les mêmes conditions de vesting, voire pire parfois, parce que en startup, tu vends toujours avec des multiples un peu déconnants. Donc tu peux très bien vendre une boîte, tu vois, qui fait 1 million de CA, tu peux très bien la vendre 10 ou plus que ça, même à une certaine époque, plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, tu te retrouves avec des conditions de vesting où tu es bloqué pendant 6, 8 mois, 1 an minimum, et ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 ans. Et en plus, quand on t'annonce un chiffre, de l'ordre de, ouais, le mec a vendu 20 bars, faut se rendre compte que ces 20 millions, t'en as une grande partie qui souvent est en action de la nouvelle structure. Et donc, tu as plein de mecs qui ont vendu, notamment dans les années 2000, ils ont vendu des boîtes 100 millions à Yahoo. Le seul truc, c'est que tu avais 80% de ça, c'était des actions Yahoo, qui aujourd'hui valent zéro. Donc en fait, si les mecs. Et ces actions-là, tu as aussi dessus une espèce de vesting, tu pas le droit de les pump and dump, si tu veux. Ouais, Tu pas le ouais. droit de les revendre la semaine d'après. Tu es obligé, si elles sont cotées, de les garder pendant, pareil, 6 mois, 1 an, 3 ans. Enfin, et donc, les ventes de boîtes, il faut faire hyper attention aux chiffres qu'on t'annonce. Alors, il y a toujours des contre-exemples d'un mec qui va réussir à avoir vendu 100 millions cash upfront et puis fin de l'histoire. Mais c'est quand même relativement rare. Ok, ok, je comprends mieux. C'est clair que tu aurais vendu finalement pour te retrouver exactement la situation que tu essaies de faire, que tu essaies de fuir et que t'as réussi à fuir avec la vente de produit. Si je dis pas de bêtises, tu faisais pas mal de sous avec juste ton compte TikTok et la promotion de produits. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, vas-y, j'en ai marre, j'arrête tout, je pars à l'autre bout du monde et je fais juste des vidéos de TikTok, je me fais 10 000 euros, 15 000 euros par mois grâce à ça, et puis ciao. Pourquoi est-ce que tu t'es dit, je vais tractionner dans un marché qui est à l'époque et qui est d'ailleurs toujours ultra saturé, et où tu t'es dit, ok, je vais quand même essayer d'apporter ma pierre à l'édifice et je vais essayer de pénétrer et de dominer ce marché, puisque je pense que ça va être ton objectif aussi. Ouais, ça c'est une bonne question. En fait, j'adore créer du contenu, mais j'aime pas me suffire à ça. Tu vois, j'aime bien ça, c'est personnellement et en vrai, ça n'a pas de sens. Tu vois, je pourrais pas t'expliquer d'où ça vient et pourquoi c'est comme ça. Mais je sais pas, j'ai envie de faire quelque chose qui me fait vibrer. Et faire des vidéos, c'est super. Hein. Moi, j'adore. Vraiment, ça me fait kiffer. Mais justement, c'est parce que j'ai pas envie que ça devienne un métier et que j'ai pas envie que ça devienne, du coup, que ça transitionne d'une passion à un métier que je me suis pas mis à 100% là-dedans. Je pense que si, tu vois, avec des si on refait le monde, mais si je m'étais mis à 100% là-dedans, je serais encore plus suivi, j'aurais fait encore plus de trucs. Enfin bref, tu vois, je serais encore plus connu, machin, un truc. Ouais, mais au final, tu vois, pourquoi faire, tu vois, sachant que c'est bien d'être connu, c'est bien de gagner de l'argent avec les vidéos, mais moi je le dis tout le temps, les réseaux sociaux c'est éphémère. Dans 5 ans, dans 10 ans, si on se rappelle de moi sur les réseaux sociaux, j'aurais été extrêmement chanceux, tu vois. C'est possible que dans 5 ans, personne se rappelle de moi et je pense que c'est fort probable. Donc il faut aussi être aligné avec le fait que les réseaux c'est éphémère et que c'est pas quelque chose qui va te permettre de vivre pendant toute ta vie, tu vois. La preuve, tous les influenceurs ont des cycles, hein. Les mecs qui prenaient des millions, là, les influenceurs de télé-réalité, ils ont pris des millions pendant des années. Aujourd'hui, tout le monde leur crache dessus. Alors, certes, c'est le cas extrême, mais c'est un peu le cas de tous les influenceurs, sauf certains des très très gros, genre Squeezie, etc. Mais j'en suis pas du tout là. Donc, l'influence, le monde de la création de contenu, c'est bien, ça rapporte des sous, mais c'est éphémère et surtout, c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, tu vois. C'est pas, moi, je préfère construire, vivre une aventure, construire, créer de la valeur. Alors, t'en crées quand tu crées du contenu, mais je sais pas, c'est moins tangible, c'est plus éphémère. Donc, je pense que c'est ça. Après, c'est vrai que des fois, tu réfléchis, hein. Il y a des fois, moi, pareil, encore une fois, fin 2021, début 2022, sur des mois, je prenais 50K en post sponsorisé, tu vois.
Ça, c'est monstrueux. Ouais, Mais c'était des posts crypto, c'était l'époque du bull market, ça, du coup. bah, il y a eu plein. Alors, pendant les cryptos, c'était n'importe quoi. Crypto NFT, j'ai Ouais. refusé plein de projets. Je pense que j'aurais pu prendre 150, 200K si j'avais accepté tous les projets. Mais même sans ça, tu vois, j'ai pris des 50K par mois. Alors, c'est pas arrivé C'est tous les mois, c'est dingue. peut-être arrivé un mois ou 2 mois. Mais ça fait bizarre, tu vois. Tu te dis, putain, qu'est-ce que. Et à ce moment-là, j'avais encore Horus. Donc, tu te dis, putain, attends, je me lève tous les matins, alors que là, on me paye pour mes vidéos. Qu'est-ce que je fais? Enfin, ça pose au questionnement. Mais en vrai, j'ai pas envie de me suffire de la vidéo, ouais. C'est dingue, quand même. Je trouve ça Aujourd'hui, fou le revenu. quand tu dis que tu as coupé tous les partenariats que tu avais, ça veut dire qu'il te reste quoi comme source de financement? Il te reste uniquement le paiement des vues, en fait? Sur l'activité de création de contenu? Ouais, Ouais, ouais. ok. Et LinkedIn, j'ai un contrat, mais ça me rapporte pas énormément, mais oui. Du Ok, coup, ouais. ouais. On va dire, mis à part LinkedIn que tu as gardé, mais tous les autres, aujourd'hui, t'as plus de. Ta seule rémunération, c'est la performance du contenu, en fait. C'est ça. C'est Ok. ça. Et qui est pas énorme en vrai. C'est déjà pas mal, mais c'est pas énorme. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Et si on creuse un peu dans les chiffres, moi, je suis curieux de connaître le revenu net entre ce que tu gagnais avec l'agence, ce que tu gagnes avec l'infoproduit aujourd'hui, et ce que tu gagnais aussi hier avec TikTok. Est-ce que tu peux nous indiquer, rentrer un peu dans les chiffres à ce niveau-là? Du coup, quand tu dis ce que tu gagnes, c'est chiffre d'affaires ou ce qui vient dans ma poche parce que ça va être complètement Non, différent. alors, c'est pas ce qui vient de ta poche in fine, c'est le revenu net, les Ouais, de la bénéfices de la marge. boîte, quoi, si tu veux. La Bénéfices de la boîte, marge. ouais, la marge, ouais. Ouais. Bah, création de contenu, la marge, c'est proche de 95% parce que, par exemple, enfin, je vais vous donner les chiffres. En vrai, moi, aujourd'hui, je facture à peu près 2 000 € la vidéo. Donc, si une marque veut passer par moi, c'est 2 000 €. Par contre, il y a un an, c'était 5 000, tu vois. Parce que Et le marché n'est plus le c'est même. 2 000 € sur TikTok ou TikTok, Instagram, plus autre story? TikTok, Instagram, genre, je reposte en Ok, fait sur Reels, tu vois. Et ok, c'est ça hyper roule. important, ça, juste, je te coupe aussi, mais de laisser parfaitement comprendre aux gens que le marché a changé. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a encore des gens qui ont des attentes délirantes. Tu vois, ils se disent, ouais, mais je fais, pareil, disons 5000 par poste. Sauf qu'on se rend compte que certains des meilleurs créateurs de contenu, dont Clément fait partie sur TikTok, en tout cas en francophonie, dans la niche en question, même toi, tu as vu une baisse de tes revenus, tu vois. Et ça, je pense qu'il y a plein de gens qui rêvent encore d'un monde qui, au moment où on se parle, existe plus. Et je pense pendant au moins les 12 mois qui viennent, va avoir du mal à exister, quoi. Ouais, parce que c'est le contre-coup de la crise de l'année dernière là, et malheureusement les marques, comme je disais, en fait, elles ont des budgets pour fonctionner, et ce qui leur reste d'habitude, ils le dépensent dans la com quand tout va bien, sauf que quand ça va mal, ils coupent la com en premier. Donc les influenceurs et les créateurs de contenu, ils passent aussi. C'est des dépenses qui sont Ouais, secondaires pour les entreprises, et donc nous on perçoit ça directement, tu vois. Donc ouais, sur TikTok, enfin sur les réseaux sociaux, c'était ça. C'était 95% de marge parce que moi, je payais simplement mon monteur. Donc, je sais pas, je facturais une vidéo 2 000 € aujourd'hui. Moi, mon monteur, je vais le payer maximum 50 € pour qu'il monte la petite capsule d'1 minute. Donc, tu fais le calcul, t'es à 98%, quoi, de marge. Enfin, peut-être pas, mais 95%. Ça, j'ai réussi, comme je te disais, à prendre, ouais, 50K grand max sur 1 ou 2 mois. Et puis, en moyenne, je pense que j'étais autour des 15, ouais, 10, entre 10 et 15K quand ça allait bien si tu lisses, si tu fais une moyenne lissée. Donc ça, c'était quasiment 100% de marge. Juste sur ça, du coup, je reste bloqué. Comment ça se passait? Est-ce que c'est toi qui prospectais les marques? Est-ce que c'était les marques qui venaient à toi? Est-ce que tu leur envoyais directement la fiche avec tes datas, avec le prix et compagnie? Est-ce qu'il y avait une période de négociation? Comment ça marchait? En fait, mais tu vois, c'est marrant que tu me poses ces questions parce que rien qu'en le racontant, je me rends compte de l'insolence qu'on avait en fait. Mais alors déjà, j'ai jamais contacté. Ouais, mais c'est ouf en fait. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais en fait, à l'époque, je faisais tellement de visibilité et mon profil était tellement intéressant pour les marques que déjà j'ai prospecté. J'ai jamais prospecté de ma vie. Donc en gros, mes boîtes mail, c'est comme tu disais Alex la dernière fois quand tu étais à la maison, nos boîtes mail, elles étaient remplies tous les jours. On avait 4-5 demandes de Mais collab. moi, je vois à mon niveau qui est un cinquième, en gros, de l'audience de Clément, même moi, j'avais mes boîtes mail remplies. J'ai jamais Ouais. démarché une marque
Et j'ai eu des marques hyper connues, hein, N26, La Poste, et ainsi de suite, qui sont venues nous voir. Alors, soit elles passaient par Horus parfois, et donc il y avait un peu de l'influence de Clément, mais j'en avais en direct dans ma boîte mail, quand bien même, tu vois, je pesais un cinquième de ce que pesait Clément. Ouais, Et, donc ouais, non, on n'a jamais démarché. En gros, il y avait aucune activité commerciale. C'était, on répondait à nos mails et les mecs, comme tu dis, à l'époque, on se faisait vraiment pas chier. On a ce qu'on appelle un media kit là, tu sais, avec, bah voilà, je facture une vidéo, c'est tant, trois vidéos, c'est tant, cinq vidéos, c'est tant, donc avec des tarifs régressifs. Sur TikTok uniquement, c'est tant, sur Insta, c'est tant. Enfin bref, voilà, si tu veux une intégration YouTube d'une minute, ça sera tant d'euros. Le mec, tu lui balances la feuille, il est pas content, bah c'est pareil, j'ai cinq autres demandes, tu vois. Donc pour être très honnête, génial. c'était ça, quoi. Ok, Mais tu ouais. vois, rien qu'en le racontant, ça me fait rire parce que c'était du n'importe quoi, en fait. C'était du n'importe quoi. Mais dis-toi que moi, j'ai fait des partenariats, mais là, tu vois, j'ai fait des partenariats, par exemple, avec Trade Republic. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais à l'époque, ce que faisait Trade Republic, c'était dès que quelqu'un s'inscrivait sur l'application, enfin, dès que quelqu'un téléchargeait l'application et s'inscrivait, donc ne passait même pas la vérification d'identité et ne déposait pas d'argent, on gagnait entre 50 et 100 euros. Donc, moi, je te laisse faire le calcul. Énorme. Il y a des mois, on ramenait quasiment 1000 personnes sur la plateforme. Donc, fais le calcul. Genre, on a fait des factures et je faisais le partenariat avec un pote à moi qui s'appelle Hugues, qui est très connu aussi, la French Startupper. Et Et Trijas. Ouais, ok. ouais, et c'était aberrant les factures qu'on envoyait à Trade Republic. Et ils étaient contents de nous payer ça parce qu'en fait, c'était hyper rentable pour eux. Tu vois, un client en banque, ça vaut beaucoup d'argent. Nous, on le ramenait pour 50 euros ou 100 euros. Les mecs, ils étaient trop contents. Et en fait, c'était un autre monde. Moi, je faisais des factures de 15-20K à Trade Republic par mois, sans broncher tous les mois comme ça, juste en mettant des stories et un lien en bio, quoi. C'était insolent. C'était vraiment insolent à l'époque. Hyper intéressant. Ouais. Du coup, ça, c'est 95% de marge sur ton activité, enfin l'activité que tu avais avant de création de contenu avec la promotion. L'agence. Alors l'agent, je me suis jamais versé de salaire, donc typiquement, j'ai jamais rien tiré de monétaire sur mon compte bancaire à moi avec l'agence, mais c'est pour une question de fiscalité, parce que j'ai une holding qui détient les parts d'Horus, donc ça n'avait pas de sens de me verser un salaire, surtout que ça va nous coûter beaucoup en charge si je me versais un salaire. Donc Horus, je vais pouvoir te donner les marges de l'entreprise. En fait, ça dépend. Sur l'année 1, on a fait un EBITDA qui était pas ouf parce que c'était un choix. En gros, on voulait être le plus proche de l'équilibre pour pas payer d'impôts. Donc on a dû faire, je crois, on a dû faire 15% ou 20% d'EBITDA la première année. Mais parce qu'on a dépensé, vraiment. Et tu vois, on a fait, voilà, on ouais. a embauché des gens. Parce qu'en fin d'année, quand on a vu qu'on avait quand même pas mal de liquidités, on a fait le choix stratégique d'investir pour l'année d'après, en fin d'année plutôt qu'en début d'année, pour pas se Ouais, faire désosser par les impôts. voilà. Donc on était, ouais, je dirais 15% ou 20%, j'ai pas les chiffres exacts, mais 20% d'EBITDA. Donc il nous restait 20% de ce qu'on avait encaissé. Donc c'était une activité qui était sympa. Sur la première année, on fait 400 000 euros de chiffre d'affaires, un truc comme ça, sur la toute première année d'activité. Donc c'était pas mal. Et puis après, l'année d'après, pareil. L'année d'après, pareil, on s'est pas versé. Là, en 2023, fin 2023, on s'est pas versé de dividendes. Alors le bilan, il va être fait. Je peux pas te donner les chiffres actuels, mais je pense ouais, on va être pareil sur les mêmes chiffres, hein, 15-20% d'EBITDA, peut-être un peu moins parce que c'est toujours la même stratégie. Et puis bah là, tu as eu le coup descendant un peu. On devait faire, je pense, 1,5 million. Je sais pas à combien on va finir l'année là. On va peut-être finir à 700 ou un truc comme ça, 800, j'en sais rien. Tu vois, faudrait regarder, mais c'est à peu près ça. Ok, ouais. 800 000 avec vous étiez 10, 12 salariés Ouais, du on coup que était vous une payez. dizaine, ouais. Ouais, on était une dizaine. Ouais, il devait y avoir quand même pas mal de charges fixes, hein. Ouais, et puis on a fait plein de conneries. Tu vois, tout à l'heure, j'étais en train de tourner une vidéo de la formation. Typiquement, on a pris des bureaux. Les bureaux, aujourd'hui, je ne le referai plus. Tu vois, c'est énormément de charges, c'est énormément de conneries. On a pris des CDI alors qu'on n'était pas censé les prendre. Enfin, il y a plein de choses en fait qu'on jouait. On a les deux fondateurs, Benoît et Steve, se sont versés des salaires aussi. Donc, ils sont salariés chez Horus. C'est des salaires qui sont assez élevés. Du coup, est-ce que fiscalement, on n'aurait pas pu trouver un autre moyen de les rémunérer? Je sais pas, mais à un moment donné, il faut bien qu'ils mangent aussi. Donc, tu vois, il y a eu des gros salaires de dirigeants. Tu fais fois deux dessus.
Quand ça commence à devenir des gros salaires, bah ça fait des trous. Donc on a décidé en fait aux Russes comme on sait qu'on va pas la revendre et qu'on s'est dit quoi qu'il arrive on la revendra pas, autant prendre l'argent qu'il y a dessus quoi. Tu vois, c'est un peu la méthode qu'on a. Et après, si on avait voulu être rentable, franchement, enfin, si je te prends une prestation de base et je te donne la rentabilité sur la prestation, on est à 60, entre 60 et 70%. C'est aberrant aussi, tu vois. Donc voilà. Ok, ouais. Et du coup, maintenant, il file la vente de formation. Ouais, alors ça, c'est un gros chantier. En plus, moi, je suis tout nouveau dans l'infoproduit, donc c'est des trucs qu'on maîtrise pas. Alors là, je vais pouvoir vous donner des chiffres précis. On a lancé la formation en octobre, le 1er octobre, et il y a eu plein de tests, plein de choses qu'on a mal fait. Mais je crois qu'on a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires, je crois, un truc comme ça. Ou un peu moins, genre 140 ou 135, enfin, ces En alentours-là. tout, depuis octobre, c'est ça? En tout depuis octobre, ouais. Ok, ouais, ça va. En tout depuis octobre, donc après, faudrait recalculer par mois, mais ça fait, ouais, il y a des mois, on a fait 45, comme des mois, on a fait 15. Des mois, on a fait 20. Ce mois-ci, mois de janvier, on a fait 30 000 en facturé. Mois de février, je pense qu'on va faire 50 000. Voilà. Et puis après, la rentabilité, sur les premiers mois, on n'était pas ouf. Parce qu'on a fait plein de conneries. Donc, je pense qu'on était ouais, aux alentours de 30% de renta. Pour un infoproduit, c'est pas ouf du tout. Là, sur le mois de février, on va être à 70% de rentabilité, je pense, sur les 50 qui vont rentrer. Et le produit, il coûte 1000 euros. Alors, le produit de base coûte 1 000 euros, mais ça, c'est que quand tu as la formation en ligne, donc l'accès aux vidéos. Et après, si tu veux avoir du coaching, on a mis en place une offre de coaching où tu as un coaching par mois, etc. Et là, elle est à 3 000. Ok. Ok. Et est-ce que vous avez mis en place de l'animation à l'intérieur, c'est-à-dire des upsells, un abonnement, un accès à une communauté avec un abonnement mensuel, genre de choses ou pas? Non, on a pensé à le faire, mais au final, on l'a pas fait. Ok. Mais on a pensé à le faire. On a pensé à faire un abonnement genre à 30 euros pour avoir accès à une communauté. Mais par contre, finalement, on a fini par dire on donne accès à la communauté gratuitement. Tu vois. Ok. Donc c'est une communauté Discord et bah, il y a tous les apprenants du charbon dedans, enfin en tout cas ceux qui veulent y être. Il y a des lives qui sont organisés toutes les semaines et tout, mais c'est pas payant. Et du coup, maintenant, avec enfin, le recul que tu as, sachant que la vente de formation, c'est quand même assez récent, c'est quoi l'activité dans laquelle tu as eu le plus de kiff, le plus de plaisir, hein, Franchement, c'est la formation. formation? C'est la première fois que j'ai un truc à moi, que je travaille pas sur le projet des autres, parce que bah, mine de rien, la création de contenu et l'agence, bah, en fait, tu as des marques qui te donnent de l'argent et toi, tu dois répondre à un brief de la marque et tu dois travailler pour la marque. Donc, tu es payé, tu es bien payé, mais tu travailles pas pour toi. T'as pas ton propre produit. Là, ça me fait kiffer. C'est trop bien, tu vois. T'as un sentiment d'aider les gens. En plus, la formation, elle commence à avoir. Là, elle a 3 mois et demi, la formation. Donc, il commence à avoir des gens qui ont des résultats. Nous, c'est un programme sur 3 mois. Donc, en fait, le but, c'est que sur 3 mois, les gens ils commencent à avoir des résultats. Là, c'est trop bien. Genre, il y a un mec là, je peux même vous montrer les messages WhatsApp. Il y a un mec, il a suivi le charbon et il avait lancé son agence avant le charbon. Donc, il y a quelques mois. Il plafonnait à 3 000 euros par mois avec son agence. Ils vendent de l'UGC en fait pour des marques e-commerce. Et là, il m'a envoyé des messages et le mec, il a facturé 42 000 euros sur le mois, tu vois, avec le charbon. Incroyable, Et donc, il envoie génial. un message, je sais pas si vous le verrez, mais il y a marqué, putain, je sais pas si ça va faire le focus par contre. Je vais On le regarder. verra sans doute sur ta caméra, mais ici, le rouge, Ouais. il est bof. Attends, je vais enlever le focus, je vais vous montrer parce que comme ça, au moins, vous voyez, on fait de l'authentique. Je vais cacher son numéro par contre. Attends. Ah ouais, Ah, c'est bon, ouais. Ouais. Tu vois. T'es chaud de nous faire une vidéo UGC de laquelle Voilà. tu as... Ah, pardon, ouais, pardon, je suis. C'est officiel, 42 000 euros sur le mois. Ouais, très chaud. Tu vois, très le mec, Incroyable. il envoie les devis signés et tout. Donc, Ouais, ça trop cool. fait plaisir, tu vois, en termes de pédagogie, en termes de ce que tu apportes aux gens, c'est stratosphérique par rapport à ce que j'avais déjà fait dans ma carrière, tu vois. Et puis, c'est toi, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que si j'ai envie de changer le prix, je change le prix. Si j'ai envie de faire ça, je change ça. Si j'ai envie de faire un événement, je fais un événement. Si j'ai envie d'aller à la plage aujourd'hui parce qu'il fait beau, je vais à la plage parce qu'il fait beau.
Enfin, moi, je gagne moins d'argent à l'heure actuelle, même si je pense que dans quelques mois, je vais gagner beaucoup plus d'argent que tout ce que j'ai gagné. Mais enfin, je veux dire, là, tu vois, je suis tranquille, je suis en podcast en plein vendredi après-midi et je peux te dire que quand on avait Horus en pleine activité, j'étais injoignable toute la journée de 8h à 18h. C'était infaisable. Donc, non, je suis bien plus heureux avec ça et je pense que je vais gagner énormément d'argent avec ça, c'est certain, parce qu'on a fait les choses bien, tu vois. Ce qui est marrant, et je pense que ce qui peut être intéressant d'expliquer, c'est, tu vois, les gens, quand, admettons que dans 2 mois, tu sortes une vidéo et t'expliques que tu as fait 150 000 dans ta poche net par mois, tu vois, partons, tu vois, au plus haut. Les gens vont se dire, ouais, en 2 mois, il a sorti une formation et le mec est devenu hyper riche. Mais en fait, ce qu'ils voient pas, et je pense que ce qui est peut-être faut rappeler la timeline entre ta première vidéo postée sur TikTok et ce qui se passe maintenant, tu vois, les gens ils se rendent pas compte qu'il y a 3-4 ans et qu'en fait bah, ce genre de truc, ce genre de succès, tu vois, en une nuit, c'est un process de 3, 4, 5 ans peut-être, tu vois, entre ce que tu avais commencé à faire avant, les premières boîtes que tu avais lancées, où tu t'étais confronté au marché, où tu avais appris et ainsi de suite. Enfin, enfin, je veux bien que tu reviennes là-dessus en quelques minutes, tu vois, mais de dire ton parcours, c'est pas une formation et 2 mois de travail, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Il y a les Américains, ils disent tous, there's no overnight success. Tu vois, il y a pas Ouais. de, ça existe pas, tu vois. Et c'est très vrai, parce qu'en fait, si tu regardes toute ma carrière, création de la formation, c'est parfaitement aligné avec ce que j'ai fait, tu vois. Genre, je me suis toujours dit, moi, que je vendrais pas d'infoproduits, d'ailleurs, tu vois. Et je disais, non, c'est nul et tout, etc. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, j'avais pas eu l'opportunité ou j'avais pas la légitimité de le faire. Mais oui, ça remonte à fin 2020, ma première vidéo TikTok. Donc, en gros, ce que j'ai fait, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai habité aux États-Unis pendant 4 ans. Et là-bas, bah, j'ai découvert TikTok un peu avant tout le monde. Et puis surtout, j'ai été un peu piqué par l'entrepreneuriat. Donc après, j'ai monté une première boîte qui s'appelait Hackebox et qui était pas mal. On faisait 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois c'était un e-commerce, jusqu'à ce qu'on se fasse exploser par un bad buzz avec une campagne d'influence qu'on a faite. Donc à l'époque, on n'était pas du tout armé pour dealer avec ce genre de choses. Donc on a décidé de fermer la boîte. On s'est embrouillé entre associés. Enfin bref, ça c'est une grosse parenthèse, mais c'était ma première expérience entrepreneuriale. Et c'est suite à ça que je me suis dit putain, j'ai des trucs à raconter sur TikTok par mon passage aux États-Unis, mais aussi par ce que j'ai fait avec ma première entreprise. Allez, let's go, je prends mon téléphone. Et à l'époque, on était 5-6 dans la niche business marketing, quoi. Et ça a explosé directement. Et ben, du coup, suite à ça, beaucoup de marques m'ont contacté pour bosser avec moi. Donc, j'ai commencé à bosser avec des marques en tant qu'influenceur, même si j'aime pas ce mot encore une fois. Voilà, j'étais payé pour faire des contenus. Ça a commencé à générer de l'argent. Et à chaque fois, même constat qui était, et putain, on te paye, mais alors on n'en a aucune idée de ce qu'il faut faire. Carte blanche, en gros, on maîtrise pas TikTok, on maîtrise pas les Reels, fais ce que tu as envie de faire. Nous, t'inquiète, on te paye tant que ça marche, tu vois. Sauf que ça, c'est arrivé une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et je me suis dit, attends, putain, là, toutes les marques sont prêtes à payer parce qu'elles savent qu'il y a un truc à faire, mais par contre, elles savent pas comment le faire. Et à chaque fois, c'est les influenceurs qui doivent leur expliquer comment faire une vidéo TikTok. Je me suis dit, est-ce qu'on créerait pas un intermédiaire entre les influenceurs et les marques et on prendrait des sous des marques pour diriger les influenceurs et leur apporter notre expertise. Voici comment a été créé Horus. Et justement, à cette époque-là, Alex et Benoît, qui eux étaient déjà associés, donc se connaissaient déjà, avaient perçu l'opportunité aussi, avaient créé du contenu sur TikTok. Même constat, ouais, même constat à nous si tu veux. Je m'en souviendrai toujours. Vacances de Noël commencent. On se voit chez moi avec Benoît une après-midi pour discuter projet machin. Et on se dit, vas-y, faisons des tests quand même sur TikTok parce que ça faisait 6 mois qu'on se disait, putain, c'est quand même une belle app. Tu vois, on était enfin, on sortait du Covid, machin. On se pose, on fait des tests sur le compte de Benoît pour commencer. Truc explose. Et moi, 2 semaines plus tard, je me dis, bon, bah, vas-y, je m'y mets aussi. Et je fais ma première vidéo début 2021. En gros, première semaine 2021. Et je pense qu'on a commencé à discuter en mars à peu près. C'est-à-dire que très rapidement, bah, en fait, il y a eu quelques mecs qui se sont mis sur cette niche. Il y avait Benoît, moi, d'autres gars après que Clément connaît très bien ou qu'on a rencontré au cours de nos échanges. Et en fait, on s'est fait un call, on s'est dit, bah, on fait le même constat, let's go, quoi. On attaque le marché. Nous, on avait déjà une agence qui tournait, en fait. Ouais. Donc, on avait un peu avec Benoît ce côté retour d'expérience depuis 1 an et demi,
sur le métier d'agence, la gestion. Et Clem avait une plus grosse communauté que nous et avait une vraie maîtrise de TikTok plus précise quand même que la nôtre pour être très honnête et précis. Et donc, entre notre côté connaissance, alors naissante à l'époque, mais on avait déjà cette année de recul sur l'agence plus ça, on a balancé les chevaux et en fait très vite ça a pris, d'autant qu'on est tombé sur 2021 où tu avais une période économique assez incroyable, plus un développement de TikTok assez incroyable, plus un développement de l'influence assez incroyable. Tout ça mis ensemble fait que très vite le truc est parti quoi. Ouais, c'est ça. Et dans la foulée, en fait, Horus a littéralement explosé. Franchement, ça allait très vite. Ça allait très vite. Du coup, on a poncé ça pendant quand même 2 ans et demi. Et c'est après ces 2 ans et demi d'agence que j'ai lancé le charbon. Tu vois, je suis pas arrivé en mode allez, c'est moi le nouveau formateur et tout. Non, on a fait Et, 2 ans et demi d'agence. et d'autant plus que Benoît, avec qui t'es associé, pour rappeler toute la genèse, nous, avant cette période-là, on était déjà associés depuis, encore une fois, 2 ans. Donc Benoît avait déjà 2 ans d'agence avant ça sur de l'agence Ads et agence 360. Et avant ça, si tu veux, il avait quasiment 1 an de boulot avec moi sur ma boîte principale au Will Labs à faire tourner des ads et tout ça. Donc tout ce qu'aujourd'hui Clément et Benoît racontent, entre guillemets, dans la formation, euh, c'est quasiment, j'exagère, mais les deux combinés, c'est quasiment 15 ans d'agence, quoi. Je force un peu, mais on doit pas être loin de ça. Benoît, ça doit faire 7 ans qu'il est dans le milieu, tu vois. Et, Ouais, ouais, c'est clair. Voilà. acheter leur formation, Ok. en gros. Ok, moi j'ai une question sur, si on revient un peu sur le modèle d'agence, je vois qu'il y a un truc qui se développe. Je pense que c'est pas nouveau non plus, mais j'ai découvert il y a même pas 6 mois, c'est le productized service. C'est les agences que l'on va venir industrialiser le plus possible, où on va foutre de l'abonnement, où on va balancer tous les clients sur un Trello, où on va supprimer presque tous les calls, où il y a même plus vraiment de call de closing, où finalement pour faire appel à un service, bah, on arrive sur une page de vente comme si on achetait une formation, finalement bah, on prend un abonnement. Et pour certaines agences, ça cartonne aux États-Unis. Je pense notamment à un type qui s'appelle Brett Design sur Design Joy sur Twitter, que tu dois peut-être connaître. Ouais. Un type qui fait plus de 150 000 euros, ou entre 100 et 150 000 euros par mois de chiffre d'affaires, mais il est solo. Il est solo. Alors après, il y a ce qu'il dit et à la réalité, mais il dit qu'il est solo, donc non seulement aucun salarié, bien entendu, mais surtout aucun freelance. Et lui, il est dans le design et il price entre 5 000 et 10 000 enfin, contre ça, les clients, ils ont seulement du design unlimité. Et on voit que ce modèle commence à être dupliqué dans d'autres niches. On a donc bien entendu du montage vidéo, on a du design, on a de la tech. Est-ce que finalement, tu n'aurais pas... parce que moi, en fait, ce que j'aime bien avec ce modèle, c'est que ça mixe le côté, assez chouette de l'infoproduit où finalement tu peux être solo, tu as des marges intéressantes et compagnie, et le côté chouette de l'agence où tu peux scaler assez haut parce que tu as un pricing d'entrée qui est assez élevé à partir du moment où tu bosses avec des entreprises qui sont assez grandes. Est-ce que tu as réfléchi à ce modèle? Est-ce que c'est un modèle qui t'a tenté? Est-ce que tu l'as testé? Et sinon, pourquoi? Ouais, c'est un modèle, moi j'en suis intimement convaincu aussi. Après, la vérité c'est qu'il faut se rendre compte que nous on est des entrepreneurs et donc on a cette mentalité de pas avoir peur de mettre la carte dans un truc qu'on connaît pas. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, je vais en venir à mes explications. En gros, moi je pense que le modèle il est parfait. Il est parfait du côté agence. Parce que comme tu le dis, ça élimine tous les intermédiaires, ça productise ton bordel, ce qui fait que quand tu le revends, bah typiquement là, le fondateur il a plus d'influence dessus vu que c'est un truc qui roule tout seul. C'est comme quand tu revends un SaaS, tu vois. Avec ou sans le fondateur, le SaaS il a les mêmes fonctionnalités. C'est pareil avec ton agence productisée, ce qui n'est pas le cas des agences standards. Ça a aussi la possibilité de réduire un maximum les coûts. Donc, tu réduis les équipes, tu peux faire du 100% TT. Enfin bref, il y a toute cette partie en fait, ça transforme ton agence en SaaS. En fait, c'est juste que tu rends du service, mais tu es un SaaS. C'est aussi simple que ça. Tu as tous les avantages du SaaS, mais tu rends un service. Mais il y a deux principales problématiques à ça. Et du coup, nous, on va tester un truc, je vais y venir après. La première problématique, c'est, comme je te disais, une problématique humaine. Donc, en gros, même si tu productises ton agence, à moins que tu fasses de l'IA, à moins que tu fasses du copywriting chat GPT ou un truc qui est automatisable,
bah, il y a un moment donné où l'humain, il va falloir qu'il bosse. Donc typiquement, le mec qui fait du design, tout le monde a parlé de lui parce qu'il explose littéralement. Mais moi, je mets ma main à couper que ce mec, au bout de 2 ans d'agence, il va faire une dépression. Parce que s'il fait tout seul, le frérot, il va arriver à un plafond de verre et ses designs, il y a personne qui va lui acheter 4 millions son design, en fait. Enfin, à moins que ça soit, tu vois, enfin, il y a un moment donné où il va se rendre compte que son truc, il a une limite. Genre, c'est pas, il peut pas produire 50 000 logos à la journée s'il est tout seul. C'est pas possible. Donc, c'est soit il va devoir passer en mode agence et donc, bah, là, il va avoir des prestats, il va avoir des intermédiaires et tu retombes dans ce problème de, bah, c'est plus du tout automatisé. Ou alors, il va plafonner. Ou alors, il va se foutre une balle parce qu'il va vriller complet, il va travailler 15 heures par jour à faire des logos, tu vois. Donc, faut pas oublier qu'on voit la face positive qu'il a envie de nous faire voir, ce mec-là. Mais moi, je demande vraiment à voir à quoi ressemblent ses journées. Tu vois. Parce que s'il a déjà 10 clients à 15 cas le client, je peux te dire que les clients, même s'ils payent en abonnement et qu'ils sont détente, tu payes 15K un mec pour un putain de logo. Crois-moi que le logo, il a intérêt à être bien. Parce que voilà. Donc, je pense qu'il a quand même la pression du client et il doit bosser comme un fou. Il doit bosser comme un fou, justement pour s'éviter toutes ces galères d'agence, ces galères humaines. Donc, ça, c'est la première chose. En fait, si tu veux faire une agence productisée et que tu veux la stagner à 50, 100 k par mois, je pense que là, c'est magique parce que tu peux le faire tout seul, limite, ou à deux. Par contre, si tu veux faire des 15, 20 millions, 30 millions par an comme une grosse agence, ça restera un business d'humain ad vitam aeternam. J'en suis enfin, persuadé. Ouais, Et je pense que lui, il est dans cette logique de privilégier son lifestyle. ouais, C'est pour ça qu'à mon avis, il va pas vouloir grossir voilà, trop, voilà. mais il n'empêche que il a quand même basculé aussi sur un business de formation. À côté, du coup, il a lancé sa formation pour Voilà. Mais du coup, lancer le pourquoi? Productile Service. Et du coup, pourquoi? Enfin, c'est comme tout, tu vois, pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait très bien que son truc, il va avoir un plafond. Et la deuxième raison, et moi qui me fait qui est la raison pour laquelle j'ai le plus peur de ce modèle-là, c'est qu'en fait, lui, c'est un Américain. Et le marché américain du service versus le marché français du service, c'est rien à voir. Genre, c'est à des années-lumière, tu vois. Aux États-Unis, les mecs, ils sont capables de foutre un coup de carte bleue sur quelque chose qu'ils connaissent pas, juste parce qu'ils se disent putain. Et c'est vraiment ça, hein. Moi, j'ai vécu. Donc, c'est putain, toi, t'as une bonne tête. C'est quoi, je te fais un virement. C'est littéralement ça, tu vois. En France, moi, je le sais parce qu'on a bossé avec les plus grands groupes français. Je vais pas aller voir Orange en leur disant, écoute, ma belle, tu vas aller commander sur le site internet d'Orus, qui est un site internet productisé. Tu vas payer sur Stripe avec la carte bleue. Déjà, ils ont même pas de carte bleue. Ou alors tu vas faire un virement et ensuite de ça tu vas recevoir tes vidéos, tu vas recevoir un Trello et tu vas recevoir un Typeform où tu vas devoir nous donner le brief. Elle va me dire non mais attends, je te paye, c'est pour avoir quelqu'un avec qui discuter, tu vois. Et moi pour te payer, bah il faut que je te fasse une facture à plus 60 jours, que les achats aient référencé au russe, sinon je peux pas te payer. Et toi il faut que tu me fasses un devis, une facture, que je fasse valider ça à N+1, à N+2. Le système français n'est absolument pas prêt pour les agences productisées. Donc en fait, tu réduis ton marché à simplement des mecs comme toi et moi qui savent utiliser Stripe ou alors des startups, toutes petites startups qui ont des fondateurs, des process qui sont hyper modernes avec des prises de décision tu sais, horizontales où en gros le direct market il peut prendre une décision au même titre que le fondateur. Et en fait, ça, il y en a très peu. Il y en a très peu. Donc je pense qu'on n'est pas encore prêt. Mais j'adore ce modèle et justement, on est en train d'essayer de le mettre en place. Où là, on va essayer de lancer un modèle enfin une offre qu'on n'a jamais lancée. En gros, c'est une vidéo 300 euros. Donc, c'est des vidéos qui seront faites à l'iPhone, etc. On essaye de simplifier un maximum le process. C'est par pack de 3 minimum. Donc, en fait, ça nous oblige à faire un seul tournage. C'est soit par 3, soit par 5, soit par 10. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, ça va être un tournage. Nous, on produit tout le batch de contenu en un tournage. On a le monteur qui s'occupe de tout le batch de contenu et on essaye de processer le tout. Donc, c'est paiement sur Stripe, possibilité d'abonnement. Ensuite de ça, des petites automatisations avec l'envoi du devis, l'envoi de la facture, l'envoi d'un typeform pour remplir le brief. Mais par contre, on essaye d'automatiser tout ce qu'on peut, mais à la fin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille avec son iPhone sur le tournage faire les vidéos, tu vois. Et il faut quelqu'un qui réfléchisse aux vidéos. Donc, on essaye d'automatiser 90% du process, mais par contre, la création, malheureusement, on ne pourra jamais l'automatiser parce qu'il n'y a encore pas de robots qui vont tourner à l'iPhone sur les tournages. Donc, on va essayer un modèle un peu hybride. Bah, je vous dirai ce que ça donne, quoi. Mais à voir. Et t'as déjà signé sur ça ou pas encore?
Ouais, j'ai signé un client Ok. tout à l'heure sur ça et j'ai signé Ok. un client sur 6 mois sur ça. Mais pour l'instant, le truc, c'est qu'on n'a pas encore mis en place nos process. Donc, l'offre, je viens de signer 2 clients sur l'offre, mais les process sont encore les mêmes. Il faut qu'on arrive à tout automatiser, ce qui est un peu chiant. Et c'est des clients de quelle taille? C'est des petits clients. C'est ça Ok. qui est sympa aussi, parce que nous, avec Horus, on avait une problématique qui était chiante. C'était que, enfin, c'était chiant. Non, c'était bien, mais on s'attaquait qu'aux grands groupes avec le temps. Mais on ne raflait pas du tout l'autre marché de PME, TPE, quoi. Et là, avec cette offre-là, on va pouvoir aller les chercher, je pense. Ok. Ok, intéressant. Je me demandais vraiment le potentiel de ce type d'agence, mais et je pense que tu as raison, pour les gros groupes, c'est clairement trop early. Par contre, pour toutes les startups qui viennent de Ouais. lever 1 million, 2 millions, je pense qu'elles pourraient être friandes comme ça de personnes qui ils ont un abonnement, bon bah c'est cool pour eux, pour elles, pardon. Tu peux avoir un accompagnement. Mm. Ouais. Après, dans le service, moi, ça, je l'ai appris, tu vois. J'ai pas 50 ans d'expérience dans le service, mais ça se voit super vite. En gros, les gens, ils achètent un service, certes, mais ils achètent aussi une relation, hein. Je veux dire, ils achètent le fait d'être assurés, ils achètent le fait d'avoir un numéro WhatsApp qu'ils peuvent appeler quand ça va pas sur leurs prestations. Enfin, tu sais, ils achètent quand même une tranquillité d'esprit en passant par une agence. Et je pense qu'avec une agence productisée, tu leur enlèves quand même beaucoup de ça. Je demande à voir sur un marché français comme le nôtre qui est très attaché à la relation humaine quand on paye un service. Il faut Encore vraiment une fois, compter. je pense que là où tu as raison, c'est ça va marcher sur une catégorie. Sur les startups, les mecs qui se lancent, les mecs plutôt jeunes entrepreneurs comme nous, Ouais. c'est vrai que les gros groupes, ça va être très complexe de les taper, à moins que tu finisses par avoir un produit tellement bon où ils peuvent tout trouver, tout ça. À une époque, avec Benoît, on avait creusé, on avait réfléchi assez longtemps à créer une espèce de marketplace, si tu veux, historiquement, de faiseurs. Tu foutais ta demande et elle était traitée par quelqu'un. Genre, je veux un nouveau logo et je veux payer tant. T'envoyais la demande et en gros, c'était traité et ça revenait. Après, tu avais tes différentes possibilités. Tu payais celui que tu voulais. Enfin, bref, c'était on n'a jamais tenté ni testé le truc, hein, mais on avait pas mal bossé sur le truc. Et ça, peut-être que tu vois, avec un énorme volume et un côté très start-up, très soutenu par plein de VC machin, peut-être que ça pourrait rassurer les gens. Mais une agence productisée sur un truc, ça rentre pas dans les process des grandes boîtes parce que déjà, si t'as pas quelqu'un en face, tu pourras pas te faire référencer. Quand tu te C'est fais ça. référencer par un grand groupe, nous c'est pareil en IMO, hein. Tu dois aller voir un comité, le comité tu leur parles, ils vont voir est-ce que tu dis de la merde, est-ce que t'es censé, est-ce que t'es un mec normal, ils vont regarder un peu tes chiffres, tes présentations, tes machins, tes trucs, et là ils te référencent et après ils peuvent te passer des commandes. Et après ça peut devenir plus simple pour les fois 2, 3, 4. Mais la première fois, elle est toujours assez pénible. Et tu peux mettre des mois à signer un client. Enfin, je pense que Horus peut le confirmer, mais nous en IMO, on peut mettre des mois et des mois à signer un client, Mm. Donc à voir, à tester. à tester. Ok, chez The Negligit, on aime bien avoir des idées de business à lancer. Toi, tu es dans les agences. Est-ce que tu aurais des idées d'agences un peu atypiques où tu te dis putain, là, il y a un marché, ça se voit, y a pas grand monde, des trucs qui te chatouillent un peu, Et que tu aimerais peut-être pouvoir lancer? j'ai le droit d'avoir une idée de business qui n'a rien à voir avec les agences. Ouais, Aussi, let's go, t'as hein, le droit. carrément. Bah, tu sais ce que je ferais moi? Si j'avais, par exemple, si j'avais, je sais pas, les aides Pôle emploi, les allocations et tout, et que je pouvais lancer ma boîte, mec, je créerais un bar à cookies. Aucun rapport. Ah Rien oui. à voir. Rien à voir. Mais mec, je créerais un putain de bar à cookies. C'est le Et toi, meilleur. t'as vu l'épisode de Qui veut être mon associé, non? Alors, Où il y a j'ai la entendu petite. parler des meufs Ok. là qui ont fait le truc, mais c'est pas ça. Moi, en fait, j'y vais souvent. En plus, il y en a des bons à Bordeaux, des bars à cookies. Surtout, c'est Benoît à cause de lui, il m'emmène tout le temps. Ouais, en bas de Bref. chez lui, là. Ouais, 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 ouais. Mais je trouve que c'est un putain de business en fait. C'est simple, ça démarche colossal, c'est sympa. Ça reste de la restauration, donc t'as un peu les galères de la restauration, mais en même temps t'as pas les galères de la restauration parce que bah t'as pas de frais quoi. Genre c'est pas, tu vends pas des plats ou tu vends pas, je sais pas, tu vends pas du poisson ou de la viande quoi. Putain les cookies ça doit te coûter à l'unité, ça doit te coûter 5 centimes à produire. Les mecs, ils envoient des fournées toute la journée, ils en vendent des centaines par jour à 4 balles le cookie. T'imagines, ils doivent avoir 10 centimes de coût de production, ils le vendent 4 balles. Ils font 5 fournées par jour, ça leur prend 30 minutes à faire, c'est marrant, tu fais des cookies et tout, enfin bref, tu vois.
ils vendent des cafés, ils achètent une machine à café 3000 euros, ils vendent le café 4 balles 50 ou 5 balles. Pareil, marge colossale. Ils payent juste un petit architecte intérieur 4-5 000 euros pour rentrer dans les locaux, avoir des trucs sympas. Ils achètent un peu de meubles. Mais mec, mais carnage ce truc. C'était bien, c'est un business sympa. Tu vas au taf, tu vends des cookies, tu fermes à 18h, tu ouvres à 10h. Tu sais, c'est pas de la restauration où tu as la pression des services, tu renverses des plats. Enfin, en fait, pour moi, tu as tous les bonus de la restauration, du business physique, du business de la food, sans avoir tous les inconvénients des restos. Tu vois. Je trouve ça trop bien. Et les marges, c'est aberrant. Alors, tu seras jamais millionnaire avec un bar à cookies, mais j'aurais fait ça, tu vois, moi. J'aurais fait ça. Et pourquoi pas d'ailleurs créer un camion de bar à cookies où tu sais, tu te mets devant les écoles, devant les gros groupes Ouais. et tu les attends à 17h. Mais ça, c'est aberrant. Ça, c'est aberrant à faire. Après, ça, je pense, je pense ça, la mairie te fait chier. Parce que tu sais, t'as pas le droit de garer ton Ouais, camion partout et non, de tout. ouf. Du coup, Ouais, je te peut-être mieux confirme, là, avoir. t'as des lois qui rendent le truc un peu plus complexe que Ouais. ça. Mais dans l'idée, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est un carnage. Si tu veux avoir un business tranquille et t'es sûr de vivre, trop bien, tu vois. Et en plus de ça, les mecs, ils peuvent franchiser ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est assez sexy, tu rentres dans une dynamique de franchise. Si t'es vraiment un entrepreneur et que t'as une vision entrepreneuriale, tu veux un peu t'embêter, tu franchises ça, mais c'est aberrant. C'est aberrant, je suis sûr, tu vois. Donc bon, En plus, j'aurais c'est le fait. genre de truc qui cartonne sur les réseaux, ça. Qui C'est ça, cartonne c'est en plus format facile à court. marketer. Ouais. Moi, tu me Mm. fous un bar à cookies, mais je te fais un carnage. Je te fais un carnage sur les réseaux. Vas-y, je te trouve un local, Clem. Mais Je tu te sais, trouve un local. mais tu rigoles, mais je suis trop chaud de faire ça. Tu vois? Je suis trop. Et ce que je voulais faire, c'est faire un peu comme Podspace, ils ont fait là. Je sais Ouais, pas si vous voyez qui c'est Podspace. Bah, ouais. du coup, Nous, on voit, mais peut-être explique pour l'audience. Ouais, Explique-toi. en fait, Podspace, c'est des mecs qui ont créé de base un studio de podcast. Donc, ils ont repris le modèle d'une boîte à Dubaï qui s'appelle Podster, où en gros, ils ont loué des locaux et ils commercialisent ces locaux à la location sous forme de studio avec des micros comme ça, des caméras, etc. Ce qui fait que les gens peuvent venir tourner soit des épisodes de podcast, soit des vidéos. Voilà, le mec, il a envie de tourner sa vidéo, il loue le studio à l'heure et il vient faire sa résa. Et puis derrière, ils ont des upsells avec, par exemple, du montage, bref. Ce modèle-là a hyper bien fonctionné pour eux. Et du coup, ils ont monté un deuxième studio de podcast. Mais par contre, cette fois-ci, la devanture, c'est un café. Donc en gros, c'est dans Paris. J'y suis allé en plus la semaine dernière. C'était sympa. On a tourné des épisodes. La devanture, c'est un café, ça s'appelle Storyteller Coffee. Tu rentres dedans, tu te rends pas compte que c'est un studio de podcast. Donc, tu as un café, tu as quelqu'un qui te sert le café, tu as de la bouffe, hein, tu peux manger, boire ton café, etc. Et en fait, c'est hyper bien fait ce qu'ils ont fait. Tu as un frigo, tu as une porte dérobée c'est la façade d'un frigo. Sauf qu'en fait, quand tu ouvres le frigo, tu as une porte dérobée et tu arrives dans les studios qui sont au sous-sol. Et donc, les mecs ont un café. Il y a plein de gens qui viennent boire leur café, etc. Mais ils savent pas qu'il y a un studio de podcast en dessous, tu vois. C'est trop bien. Et du coup, c'est double business model. Business model du café à 5 balles alors qu'il te coûte 10 centimes. Et business model du studio où tu loues des studios pour la production de contenu à 100, 150 euros de l'heure. Et c'est carton, tu vois. Et je m'étais dit, tu fais ça à Bordeaux, tu ouvres un bar à cookies, tu fais une petite porte dérobée avec en dessous un studio de podcast. Laisse tomber, tu vois. De toute façon, Et moi, je pourquoi crois d'ailleurs. beaucoup à l'immobilier partagé en termes d'usage, si tu veux. Ouais. Enfin, j'en parle souvent dans plein de podcasts, et moi, c'est un truc que je regarde énormément en ce moment parce que l'immobilier cale pas mal. Enfin, c'est compliqué, on le sait. Tu vois, t'as une crise machin du financement. Et en fait, la mixité des usages, c'est un truc qui change beaucoup. Tu vois, on parlait d'un hôtel pour entrepreneurs la dernière fois, mais tu pourrais foutre des bureaux en haut, des studios de podcast au milieu, ou des studios de podcast tout en bas et un café au milieu. Ah, de ouf. Et puis même encore au-dessus, si tu peux, 5 chambres en Airbnb. Et en fait, tu as un truc qui tourne, peu importe le cycle dans lequel tu te trouves. Si les bureaux sont moins en phase, bon, c'est pas grave, tu as un peu de vide, mais tes podcasts, ils tournent. Si tu as du commerce, donc avec un resto, des cafés, des machins, ça affecte pas le prix de ton café, ça fait plus le prix de ton loyer, puisque tu l'as soit acheté, soit tu as fait un bail à un instant T. Donc tu vois, tu peux assez facilement te débrouiller d'une situation plus complexe grâce à une mixité des usages. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et ce que tu viens de raconter juste avant, c'est typiquement ça, quoi. Le jour où ils ont moins de mecs qui tournent des podcasts, c'est pas grave, ils ont un truc qui tourne. Et si le resto marche un peu moins bien, c'est pas grave, ils ont des mecs qui viennent en podcast, tu vois. Et C'est qui en ça. plus peuvent consommer en sortant.
Et pour le même loyer. Et puis ouais, moi je peux te dire qu'on est resté 2 jours là-bas, je leur ai pris 50 balles de café, tu vois. Enfin, c'est con, mais ça joue. Bah non, mais carrément, carrément. Et pourquoi d'ailleurs, toi, tu es parti sur la bonne de formation et pas sur la création d'un vrai business comme ça, où tu vas avoir des locaux, où tu vas avoir quelque chose qui est peut-être plus scalable que la bonne de formation, parce que finalement, en France, la bonne de formation, le meilleur, à mon avis, ça va être Yomi. Il doit tourner à peu près 10 millions de CA par an sur ça. Euh, Bon, à mon avis, il touche plus que la France, d'ailleurs, une bonne partie de la francophonie. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura un palier. Là où dans d'autres business plus start-up, eh bien, le palier est beaucoup plus haut, même si initialement les fondations et le, Mm. le dynamisme de départ est plus complexe. Ça, je pense que c'est simplement parce que je me suis pas forcément pris la tête, tu vois. Genre, moi, dans ma carrière, en gros, j'ai les opportunités qui me viennent. Je les prends, je les prends pas. Là, l'opportunité de la formation c'est mise devant mes yeux avec les gens qui me demandaient, l'intérêt croissant par rapport à ça, etc. Du coup, let's go. Je fonce là-dedans. Je te dis pas que dans 2 ans, je ferai pas autre chose. Tu vois, même là, je suis en train de travailler sur un projet qui n'a rien à voir, qui me fait kiffer aussi. C'est possible que je bascule sur ce projet dès le mois de juin. Tu vois, enfin, en gros, je me dis, je me prends pas la tête. Je prends les opportunités, je filtre beaucoup. Et celles qui me font kiffer, je vais jusqu'au bout. Tu vois. C'est une question, c'est une réponse bateau, mais c'est la vérité. Tu vois. Ouais, ok, ouais, je comprends. Du coup, est-ce que tu as d'autres idées ou pas? D'autres idées de business à partager? Que ce soit agence ou autre d'ailleurs. Ouais. Je pense que, comme tu le disais, tu vois, les agences productisées, ça marche bien. Moi, je pense que je le dis à chaque fois, mais le mec qui arrive à faire une agence où, en gros, soit une agence, soit un cabinet de conseil, où, en gros, il arrive à conseiller ses entreprises clientes sur l'implémentation de l'intelligence artificielle au sein des processus dans leur équipe, tu vois. Ce mec-là, il fait un carnage. On en entend beaucoup parler, là, ils appellent ça AAIA, les agences AAIA. Mais pour l'instant, c'est pourri, tu vois. C'est pété. Il n'y a pas un mec qui a trouvé un business solide avec ça. Les gens, ils sont tous en train de se. Oh, magnifique ce truc et tout, sauf qu'il n'y en a aucun qui a fait un vrai business avec ça. Je pense il y a une grosse opportunité, tu vois. Genre, mais tu sais, mais un mec pertinent, c'est-à-dire que voilà, t'es une boîte, t'as un problème parce que ta directrice com et ta direction com n'arrivent pas à communiquer avec ta direction produit. Comment tu arrives à créer tu sais, des automatisations, comment à mettre pas forcément de l'IA, mais des process en place où voilà, il y a un peu d'intelligence artificielle là-dedans, de manière à ce que ça soit compréhensible pour les boîtes et que ça soit implémenté facilement. Je pense que le mec qui arrive à faire ça, Ouais, tu vois là, c'est marrant que tu parles de ça. Mon frère que tu connais monte une agence IA automatisation optimisation ouais, sur voilà. pour les Bah, boîtes. Alors plus sur les process et tout, que sur la communication, mais tu vois fondamentalement, ouais, c'est sûr qu'il y a un marché qui est en train de se développer et même ne serait-ce que d'acculturation. J'ai un autre pote, un mec qui monte une vidéo enfin un business de formation, alors en physique là, hein, mais business de formation pour les entreprises traditionnelles, pour s'acculturer à l'IA, tu vois. C'est voilà. juste de la culture. C'est juste pour que les mecs ne soient pas perdus, tu vois, dans la manière dont ça se passe. Et le truc a l'air de bien démarrer, hein. Et pour l'instant, je crois qu'il est tout seul ou qu'ils sont deux, tu vois, plus ou moins temps plein, et ils ont une boîte qui tourne très très correctement. J'ai pas les chiffres du tout, donc j'ai pas du tout envie de dire une connerie, mais ça tourne quoi. Ils ont lancé le truc en un trimestre, ils arrivent à avoir un truc correct quoi. Voilà. Ok, ouais. Ouais, l'IA est vraiment sur toutes les bouches. Hier, il y avait le kick-off de Capgemini en live, donc il y avait 1000 salariés. Je connais pas vraiment leur poste, mais à mon avis, ça devait être des cadres ou des trucs qui s'en rapprochent. En live partout dans le monde, donc il y avait des Indiens, il y avait des Européens, il y avait des Américains. Et il y avait les dirigeants aussi qui donnaient les prochains caps, les prochains objectifs de la boîte et surtout les futurs grands chantiers sur lesquels ils vont aller. Et il y avait l'IA générative sur toutes les bouches. Ils en parlaient tout le temps. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que ma source, la personne qui m'en a parlé, m'a indiqué que pas une seule fois ils ont parlé du Web 3. Alors qu'il y a 2 ans, tout le monde en parlait, etc. Alors le métavers c'est différent puisqu'il y a quand même un dynamisme autour du métavers.
Mais tout ce qui est blockchain, crypto NFT, aujourd'hui, personne n'en parle. Là où l'IA générative, bah forcément, c'est une boîte qui fait 22 milliards par an, qui est spécialisée dans le consulting d'autres boîtes, eh bien, il parle à fond de l'IA. Je pense qu'il va y avoir un énorme marché, ne serait-ce que parce que beaucoup de boîtes vont être non pas éduquées. Si finalement, en fait, le vrai problème des boîtes, c'est que tout le monde a entendu parler de l'IA aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un énorme problème d'éducation sur OK, concrètement, comment est-ce que ça peut fonctionner. Et comme ça, j'avais vu une data qui montrait le niveau extrêmement faible d'implémentation de l'IA au sein des structures. Alors, on voit que dans les médias, eh bien, ça explose forcément. Ils sont tous les journalistes ont leur IA, Jenny.ai et compagnie. Mais finalement, dans les autres industries, même si tout le monde en a entendu parler, il y en a encore très peu qui l'ont implémenté, donc forcément un marché qui est énorme derrière. Ouais, mais c'est comme les cryptos, c'est un marché de beaucoup de visibilité, mais très peu d'implémentation. Ça fait la une des journaux, mais entre le mec qui regarde et qui entend parler du Bitcoin et le mec qui va vraiment en acheter, il se passe un bon moment, tu vois. Donc c'est toujours pareil. Et je pense que le mec qui arrive à se mettre entre les deux, comme ça a été le cas dans les cryptos, genre par exemple un Binance, tu vois, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors eux, c'est un exchange parce que là, on parle de monnaie, mais le mec qui arrive à faire un truc un peu similaire dans l'IA où il vient faire l'intermédiaire entre les mécréants de l'IA et ceux qui connaissent l'IA ou les entreprises qui commercialisent de l'IA, carnage, c'est sûr, tu vois. Mais c'est hyper compliqué. C'est super compliqué. On t'entend pas, t'as coupé ton micro, Alex. Ah ouais, merde. C'est d'autant plus dur avec l'IA que, si tu veux, c'est moins clair que la crypto. La crypto, tu un truc très facile pour te mettre au milieu, c'était de créer un exchange Ouais. et en expliquant ou en laissant comprendre que globalement, tu pouvais devenir riche en achetant des coins, machin, nanana, et tu pouvais démarrer comme ça un truc assez facilement. Là, sur de l'IA, si tu fais une marketplace d'outils IA, ça implique que tu aies des mecs en face qui sachent implémenter du code dans une solution déjà existante ou ce genre de truc, tu vois. Le défi, je pense, est plus rémunérateur et plus long-termiste, à mon avis, parce qu'il y a quand même pas mal d'exchanges qui ont pris des branlées, mais par contre, est techniquement un autre niveau de challenge. Hein. Parce que se mettre au milieu de. Enfin, se mettre à mi-distance entre, si tu veux, un OpenAI et une boîte, j'en sais rien, de transport, tu vois, il va falloir être Ouais. sacrément créatif. Ouais, mais après, tu peux le faire sur le biais d'une agence, genre juste un mec qui t'explique comment utiliser OpenAI, tu vois. Ouais, alors ça c'est plus facile, mais tu as moins de scalabilité. Ouais, C'est-à-dire t'as moins de qu'à trucs. un moment tu restes dans un format agence, là où Binance, si tu veux, en quelques années est passé de j'existe pas à je vaux 50 milliards au plus haut, 60 milliards. Enfin, j'ai pas envie de dire de conneries, Luc, tu dois savoir ça mieux que moi, mais était valorisé très cher. Ouais, dans la crypto, ça, ça fluctue Ouais, pas mal, même les valorisations de boîtes. Mm. mais on Surtout devait tourner après la autour de branlée ça. qui se sont pris aux États-Unis avec CZ. Un peu louche d'ailleurs cette histoire, mais. Ouais, Mm. ouais, ouais. Ok. Ok, trop cool. Bah écoute, pour terminer, est-ce que tu as un. C'est quoi ta vision? C'est quoi les défis de l'infoproduit et du monde des agences? Pour te donner mon feedback sur l'infoproduit, on en a parlé quelques fois avec Alex. C'est que moi, j'ai fait beaucoup ça. Et en fait, j'ai eu une sorte de dégoût lorsque je me suis rendu compte que en fait, c'était une sorte d'immense Ponzi. Alors, pas pour tout le monde, hein, mais notamment pour l'infoproduit type Mecmo, où finalement, tu formes des personnes non pas à exécuter ta formation, mais plutôt à copier-coller. Parce que c'est les types qui d'un coup ils ont une tonne de culture et lorsqu'on a de la culture on a envie d'en parler. C'est rigolo, mais voilà, c'est un biais quoi. Quand on était petit, on voulait parler, on attendait qu'une chose, c'était qu'à table parler de ce qu'on apprenait à nos parents. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. On a des profs qui nous apprennent des choses et maintenant ce qu'on veut, c'est pouvoir réapprendre ces mêmes choses à d'autres personnes. Donc voilà, finalement il y a plus une sorte de copier-coller, de copier-coller, de vendeurs de formation qui finalement n'ont jamais réellement exécuté. Et il y a plus de vendeurs de formation, j'ai l'impression, que de personnes qui exécutent réellement les apprentissages qu'on peut leur faire. Donc premier point. Deuxième point, il y a de plus en plus le marché est quand même, c'est un truc que disait Tougan lors du dernier passage, et je pense qu'il a pas tort sur ça, c'est que la demande globale de formation finalement ne diminue pas, elle même à mon avis elle augmente au fur et à mesure puisqu'il y a une sensibilisation, il y a aussi de plus en plus de personnes qui se rendent compte il y a d'autres manières de s'éduquer que passer par l'école. Mais à côté de ça, on a quand même
une augmentation presque exponentielle du nombre de vendeurs de formation, où il y a même des types qui ont jamais rien fait, et de plus en plus jeunes d'ailleurs, j'ai l'impression, qui arrivent sur le marché et qui, à l'inverse, sont quand même hyper doués avec les nouveaux outils de communication, TikTok et compagnie, et qui arrivent vachement bien à parler aux personnes de leur âge et qui arrivent quand même à s'accaparer une certaine part de marché. Donc, on a un marché de la demande qui augmente, mais non pas sensiblement. Et à côté de ça, on a un marché, une offre une offre de formation de formateurs en ligne qui augmente 10 fois plus. Comment est-ce que tu vois le futur de ça? Est-ce que tu crois pas qu'avec ChatGPT 10, et bien demain, les vendeurs de formation vont être totalement has-been? Est-ce que tu penses qu'on va passer sur un modèle beaucoup plus d'accompagnement parce que finalement le contenu il est un peu partout? Quelle est ta vision sur ce marché-là? Ouais, je pense que. Alors déjà, première chose, je pense que j'ai pas assez de recul sur le marché pour donner un avis qui soit vérifié, quoi, ou un avis correct. Après, j'ai quand même mon avis là-dessus, mais je préfère le dire. Faut pas le prendre pour argent comptant parce que pour le coup, j'ai pas beaucoup de recul là-dessus. Mais j'ai quand même pas mal de connaissances là-dedans, etc. Enfin bref, je commence à bien cerner le marché. Je pense qu'en fait, comme tu le dis, la demande ne va jamais cesser. De toute façon, elle sera renouvelée par les générations. Donc, c'est-à-dire que même si tu as une génération qui n'est plus demandeuse de produits de formation, les générations qui suivent, il suffira d'attendre quelques années pour qu'elles soient de nouveau demandeuses. Enfin bref, il y a des cycles, c'est comme dans tout marché, mais il y aura toujours de la demande. Je pense qu'il y a énormément d'offres et je pense que en fait, à cause de ces offres et des faibles barrières à l'entrée, comme tu le disais, du monde de la formation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut prendre son téléphone et dire je suis coach, tu vois. À cause de ça, eh ben, en fait, l'infoproduit en général souffre d'une mauvaise réputation. Mais je pense qu'il y aura toujours la demande. Et donc, en fait, pour moi, quand tu as ces deux éléments en tête, ce qu'il faut se dire, c'est comment est-ce que je profite de cette demande qui sera toujours là. Et surtout, comment est-ce que je m'éloigne de, de, de ces stéréotypes autour de la formation. Tu vois, il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle les 22 lois, c'est 22 Immutable Laws of Marketing, un truc comme ça. J'arrive plus en français, je sais pas comment, les 22 lois immuables du marketing. Et en gros, il y a une loi qui dit quand vous n'êtes pas le premier, essayez d'être le premier dans une catégorie. Et donc, essayez de créer votre propre catégorie pour être le premier là-dedans. Et moi, je le prends un peu comme ça sur le charbon. Je ne suis pas le premier vendeur de formation qui apprend à monter son agence de service. Par contre, ce que je veux être, c'est le premier réel incubateur d'agence de prestation de service. Tu vois. Aujourd'hui, il n'y en a pas en France. Et même dans le monde, j'en connais pas. Donc, c'est le but du charbon. Donc, en fait, je me dis, je sais qu'il y aura une demande, je sais que c'est un marché sur lequel j'ai de l'autorité et sur lequel je peux vendre. Voilà, notre offre, elle est vérifiée. Notre produit, on a moins de 5% de taux de remboursement. Donc, il est hyper quali, notre produit. Et il fait que de s'améliorer. Donc, ça, c'est validé. Comment est-ce que je me sépare en fait de tout ce qu'on entend et toutes les merdes qu'on entend sur le marché de la formation en ligne et de tous les stéréotypes qui nous sont attachés? C'est en professionnalisant un maximum notre accompagnement et surtout en se sortant le plus possible de cette vision formation en ligne, formation en ligne. Et donc, nous, déjà, on a décidé de ne pas utiliser formation, etc. C'est plutôt incubateur, tu vois, dans notre vocabulaire, tout simplement pour se séparer et dans l'esprit commun de dire, on n'est pas une formation, on est un programme d'accompagnement / un incubateur. C'est se créer une nouvelle catégorie. Et après, on est en train de mettre toutes les démarches possibles et imaginables pour transformer le plus vite possible le charbon d'une formation en ligne à une école. Donc, c'est une école qui sera jamais physique, mais ça sera une école. Tu vois, je vais te donner un exemple et c'est un mec avec qui on a parlé qui nous a dit ça. Aujourd'hui, il y a une école qui s'appelle Studi en France. Je sais pas si vous connaissez. Studi, Non, je crois que ça fait 100 millions à l'année, un truc comme ça. Et en fait, Studi, c'est une école, mais une école qui n'a pas de locaux. Et c'est une école dans plein de domaines. Et c'est une école qui est reconnue par l'État. C'est une école qui est certifiante. C'est une école qui propose des formations de bac+1 à bac+5. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui vient dire putain, Studi, vous êtes des arnaqueurs, vous faites de la formation en ligne. Vous êtes vraiment des merdes, vous faites de la formation en ligne. Et la seule raison pour laquelle on dit pas ça à Studi, c'est parce qu'ils sont un, certifiés par l'État, et deux, ils se sont créés une catégorie, ils appellent ça une école en ligne, et personne peut leur dire vous êtes des formateurs en ligne. Non, vous êtes simplement une école en ligne, tu vois. Et je crois ils font 50 ou 100 millions l'année, c'est colossal ce qu'ils font. Et ils sont pas catégorisés comme vendeurs de formation. Donc le but avec le charbon, à terme, c'est ça. Après, j'ai l'impression que les personnes qui sont, les formateurs qui sont mal vus, c'est pas tant les formateurs, mais c'est plus les formateurs qui, tu sais, ceux qui vendent du rêve, je mets des grosses guillemets. Donc c'est des personnes qui promettent,
enfin, qui ont des promesses qui sont totalement démesurées avec du type, on va gagner 10 000 euros par mois en 15 jours, en moins de 15 minutes par jour. C'est des trucs qui marchent, hein, finalement, hein. C'est des trucs qui marchent bien, les personnes y cliquent dessus, mais c'est des promesses qui ont. Je pense que c'est plus ce type de formateurs-là qui sont montrés du doigt. C'est des formateurs plus make money que leur somme des personnes qui vendent des formations. Donc, je te dis, je connaissais pas du tout. Comment c'est écrit? C'est avec deux E ou pas? Non, c'est I à la fin. Ok, STUDI. C'est, tu vois, leur devise, c'est la grande école 100% en ligne. ok. Donc, je pense, je vais regarder après, mais je pense qu'ils n'ont pas de promesse du type vous allez gagner 10 000 euros en 30 jours. Non, 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 mais justement, tu vois, nous, on essaye de s'en éloigner un peu. Après, en Ok, fait, c'est un jeu d'équilibre. Parce que mine de rien, tu vois, pour vendre, il faut promettre des trucs. C'est-à-dire que, c'est sûr. surtout quand tu es petit. Là, aujourd'hui, Studi peuvent se permettre de dire on est l'école 100% en ligne, parce qu'en fait, ils ont tellement de track record qu'ils peuvent changer leur message. Mais quand tu es tout nouveau sur le truc, bah, ce qui attire les gens, c'est comment je vais faire de l'argent avec une formation, tu vois. Et du coup, nous, on est un peu dans ce dilemme-là de se dire, putain, on vend du rêve, oui, parce qu'on en a besoin pour l'instant, mais le plus vite possible, on essaye de s'en séparer, tu vois. Donc ça va prendre du temps, mais on va essayer de s'en séparer le plus possible. Donc tu vois, ma réponse à ta question initiale, c'est le marché pour moi, il est tendu, il est contracté, il est tout ce que tu veux. Il y a plein d'offres, etc. Mais si tu arrives à te créer une nouvelle catégorie, tu t'enlèves tout ça, tu vois. Donc nous, notre but, c'est ça. Pour l'instant, on n'y est pas. Notre but, c'est ça. Là, on est en train de faire toutes les démarches pour les dossiers, pour être reconnu par l'État, etc. C'est long, c'est chiant, c'est dur, ça nous demande de changer notre accompagnement et tout, mais en fait, on va le faire parce que bah, on veut plus. En fait, on veut être un peu l'intermédiaire entre un studi et un formateur en ligne, tu vois. Ah, je C'est pense que c'est top, hein. Du Mm. coup, c'est se créer une nouvelle catégorie. Après, Ah, ah, encore une fois, je ah, sais pas si ça va marcher, hein, mais on verra. En fait, ça te crée une crédibilité et immédiatement, ça te différencie de tous les autres. Donc non, je pense que Ouais. c'est top. Lorsque tu parles d'incubateur, qu'est-ce que tu entends par ça? Puisque dans tous les cas, il y a un prix d'entrée, du coup, tu as dit que c'était 1000 ou 3000 euros. Est-ce que du coup, après, il y a une promesse du type si votre agence marche bien, eh bien, on peut peut-être s'associer avec vous et compagnie? Ou non, incubateur, c'est un mot purement marketing que vous avez utilisé là? Alors, à ce stade, c'est un mot 100% marketing. Par contre, il a été choisi parce que dans le futur, on veut le faire. Là, tu vois, Ok. ça revient au tout début de la discussion à ce que disait Alex, que c'est quoi le modèle d'Horus actuellement. C'est marrant que ça Ouais. finisse comme ça. En gros, aujourd'hui, le modèle d'Horus, c'est, comme je te le disais, avoir certaines prestats qui couvrent les charges et dégager un peu de cash, etc. Mais le modèle adjacent qu'on est en train de tester là en ce moment sur une agence, et on vient de lancer une offre, c'est l'offre à 300 euros dont je te parlais. En gros, c'est prendre des parts dans des petites agences qui sont beaucoup moins évoluées, beaucoup moins avancées que qu'Horus et qui n'ont pas le niveau d'expertise que nous on a. Et c'est de prendre des parts contre un accompagnement vraiment poussé, tu vois, genre du management, du conseil, du prêt de ressources. Donc, par exemple, Alex, il nous met à disposition un DAF partagé. Nous, on met nos comptables à disposition, nos avocats à disposition. Bref, en gros, le but, ce serait de créer Horus et ensuite bah, la holding Horus qui détient des parts dans plusieurs petites agences qui sont sélectionnées vraiment triées sur le volet, tu vois. Ouais. Et donc là, le mot d'incubateur prend tout son sens puisque le but à terme, ce serait de sélectionner les meilleurs profils du charbon. Donc en gros, tu sais, le charbon ferait un peu office de centre de formation. Et ben, les meilleures agences arrivent en équipe première et l'équipe première, c'est l'incubateur Horus. Tu vois. C'est un peu ça l'objectif in fine. Mais ça va mettre un an à être mis en place. Tu vois. Pour l'instant, on est vraiment dans la phase de test, tu vois. Mais ça me rappelle aussi, Luc, toutes les discussions qu'on avait eues sur les modèles un peu à la Heisenberg et à la Holdco compagnie, machin. On a un peu légèrement changé le modèle pour qu'il passe en France et qu'il passe sur un format agence. Mais c'est vraiment ça vers quoi on voudrait tendre. C'est-à-dire que, si tu veux, Clem peut être un étendard au sens former les mecs, les lancer. Et derrière, on les récupère chez Horus. Et tu vois, bah, moi, comme on fait ensemble, j'apporte tout ce qui est financement, scaling et phase un peu suivante. Et l'idée, c'est qu'on pense qu'on a on va dire un écosystème qui fait que ça peut avoir énormément de sens et énormément de valeur sur un très long terme pour des gens qui commencent en étant en fait quelque part bah, un apprenant de Clem et du charbon au sens large. Ouais, c'est hyper smart, ouais, j'aime beaucoup. Mm. Voilà, voilà. Trop cool. Bah écoutez, j'ai j'ai pas d'autres questions.
Non, mais Finido. merci les gars, c'était hyper sympa. J'espère Ouais, que merci Clément, hein. Merci Ouais, beaucoup. ouais. merci beaucoup, c'était sympa. Très belle discussion.